Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de cloisonnement vie pro, vie perso, il n'y a pas de bonne santé mentale sans capacité à déléguer. C'est pas possible. Allez-y, vous pouvez m'insulter dans les commentaires si vous voulez. Quand je vous dis faut déléguer sinon il n'y a pas de croissance, vous sentez comment dans votre corps? Je dis que l'intérêt collectif prime avant. J'ai en tête un dirigeant qui court partout. Il est humainement très accessible, il enchaîne les réunions, il va sur le terrain, il va voir ses clients, il est un peu à bout de souffle, il va voir le médecin qui lui dit mais il faut vous arrêter, il lui dit ça va pas, j'ai une réunion à 14h, et il retourne à sa réunion, et il a de nouveau une réunion à 17h, et il va chez un client à 18h, et ensuite il a une soirée, je sais pas quoi, réseau dans la foulée, et il revient chez lui, il dort 5 heures, il se lève le matin, et il a son entreprise, il a des valeurs, il a un modèle, il veut le porter au niveau national. Par contre, il est complètement à bout de souffle. Ce chef d'entreprise, bon, c'est un peu un archétype, pour être honnête. Quand je dis ça, je pense à plusieurs personnes que j'ai accompagnées, évidemment. Mais ce chef d'entreprise, il commence à être à bout. Et si tout ça ne tenait qu'à une chose ou presque? Alors, c'est un peu trivial, peut-être un peu caricatural, mais si tout ça tenait à la notion de je suis capable de déléguer ou pas. Alors, tout ça, déléguer, peut-être que vous le savez, et puis vous avez aussi sur ce sujet lu, écouté des podcasts, vous en êtes peut-être un peu toujours au même endroit. Je vais vous dire à la fin pourquoi. Pourquoi, en fait, c'est si compliqué, ou voir pourquoi vous n'y arrivez pas à déléguer. Ok. Et tout ça, ça rentre aussi dans mon modèle sur le leadership. J'y reviens à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne parle pas de grande entreprise parce que je n'ai pas cette expérience. Je parle plutôt de la petite entreprise, la moyenne entreprise, et je parle surtout des organisations humaines. Ça, je connais bien. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de cloisonnement vie pro, vie perso, il n'y a pas de bonne santé mentale du dirigeant ou du cadre sup sans capacité à déléguer. C'est pas possible. Et je vais vous le démontrer dans cette vidéo, mais je vais vous amener les choses sous un prisme particulier. Je vais vous faire une démonstration particulière qui est à la fois liée à la structure d'une organisation et à sa croissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une organisation, donc une organisation, vous comprenez un ensemble de personnes avec plus ou moins une hiérarchie, une mission, une direction et des effets à produire, donc des produits à fabriquer et à vendre, des services à vendre, enfin voilà. Une organisation, votre entreprise, normalement, elle a 3 étages. Et si elle est naissante et en début de croissance, elle ne va pas nécessairement avoir ces 3 étages. Alors, c'est quoi ces 3 étages? Le premier, c'est ce que j'appelle l'étage de l'exécution. Prenez l'exemple d'une petite entreprise, enfin, vous êtes auto-entrepreneur, plombier par exemple. Donc vous délivrez, vous allez chez les clients et vous délivrez des services et puis vous avez beaucoup de demandes, donc vous prenez un collaborateur, mais vous avez une méthode particulière, vous avez un modèle particulier ou des valeurs particulières, donc vous avez envie de développer, vous avez envie de gagner des parts de marché parce que vous voyez bien que vos clients ils sont super contents, ils sont super heureux. Donc vous avez envie de promouvoir tout ça. Donc vous allez prendre des collaborateurs, vous allez éventuellement les former. Donc vous voyez bien que à un moment donné, il faut passer à l'étage suivant parce que on a différentes entités qui produisent des effets différents, mais des effets qu'il faut réussir à conjuguer. Par exemple, si vous voulez vraiment vous développer, il va falloir délivrer le service, mais il va falloir faire de la communication, il va falloir gérer l'argent. Donc très rapidement, vous allez vous trouver à un niveau opératif, le niveau au-dessus. Ok. Donc le niveau opératif, c'est la capacité à conjuguer les différents moyens que vous avez et qui sont des moyens différents, qui produisent des effets différents, qui ont des fonctions, des capacités et des compétences différentes, à les conjuguer ensemble pour que ça avance. Ça, c'est le niveau opératif. Et ensuite, quand vous continuez de vous développer, vous avez le dernier étage qui est celui de la stratégie. Vous voyez, donc là, je pars de l'exécution, l'opératif, la stratégie, puis après, je vais redescendre. Le niveau de la stratégie, c'est par exemple ce chef d'entreprise dont je parlais, qui avec son modèle voulait vraiment monter au niveau national, créer un modèle, créer une franchise, répandre sa façon de travailler parce qu'elle était bien traitante envers les gens auprès de qui il délivrait des services. Les gens s'intéressaient à sa façon de faire, à son modèle. Donc il y avait cette ambition de vouloir monter au niveau national. Mais vous ne montez pas au niveau national si vous n'avez pas une stratégie. Et cette stratégie, elle est autant RH
que communication, que au niveau de la délivrance, donc de la direction des opérations, quoi, que au niveau financier. Enfin voilà, il faut monter au niveau stratégie. Bon, et vous ne pouvez pas monter au niveau stratégique si vous n'avez pas un plan d'action pour y aller quand on est une entreprise qui cherche cette croissance jusqu'au niveau stratégique pour se développer. Voilà. Alors, c'est quoi un plan d'action? C'est pas l'objet de cette vidéo, mais comme je le dis, je vais quand même expliquer ce que c'est dans les grandes lignes. Un plan d'action, c'est une finalité à 1 an pour vraiment les lancements, sinon plutôt 3 ans, voire 5 ans. Donc, une finalité, c'est on doit être là à 3 ans ou à 5 ans. Voilà. Et donc, ça va comporter du chiffre d'affaires comme critère, ça va comporter peut-être la voilure RH, ça va comporter peut-être une acquisition en part de marché. Bon, enfin voilà, c'est ça qu'on va trouver dans la finalité. Pour atteindre cette finalité, vous allez vous rendre compte que vous avez par exemple 3 buts différents à atteindre. Mais des buts différents parce que des compétences différentes, des domaines, des champs qui sont différents. Donc, vous allez avoir 3 buts. Et en fait, ces buts-là, s'ils sont atteints, vous avez atteint votre finalité. Et du coup, pour atteindre ces buts, vous allez avoir une espèce de ligne de temps sur laquelle vous allez avoir différents objectifs. Généralement successifs, rarement simultanés, mais vous allez avoir différents objectifs. Et donc, vous avez des objectifs sur cette ligne de temps-là, vous avez des objectifs sur cette ligne de temps-là, et ainsi de suite. Et vous regardez à chaque fois où vous en êtes, à la date du jour, est-ce que vous êtes en avance, est-ce que vous êtes en retard sur vos objectifs. Voilà. Donc ça, c'est un plan d'action. Hein, qui permet à une entreprise de se développer. Et ce plan d'action, il ne faut jamais le terminer d'une certaine façon. Ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous êtes arrivé quelque part, tout se casse la gueule. Parce qu'il n'y a qu'un fruit mûr qui commence à pourrir. Ça, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Ça fonctionne. Ça fonctionnera avec votre corps. Si vous vous dites, quand j'arriverai à faire ça, je pourrai me reposer, votre corps, il va péricliter derrière. Si vous dites, moi, je serai heureux quand je serai à la retraite parce que je pourrai ne plus rien faire. Bah, quand vous arriverez à la retraite, vous allez commencer à péricliter intellectuellement et physiquement, et puis vous n'allez pas forcément être plus heureux. Sauf si vous avez des projets, voyager, faire le tour du monde, voilà. Donc faut mettre des guillemets, faut prendre de la hauteur avec ce que je dis. Donc votre plan d'action à 3 ans, bah, vous allez le renouveler au bout de 2 ans pour faire un plan d'action à 5 ans qui va vous amener sur un niveau stratégique suivant. Parce que si vous arrivez, si votre objectif, votre finalité, c'est de faire, je sais pas moi, 10 millions à l'année, quand vous allez faire vos 10 millions, il va se passer quoi dans votre tête? Ça y est, j'ai fait mes 10 millions, super. Bah, ça va très certainement péricliter. Donc, parce qu'il n'y a qu'un fruit mûr qui commence à pourrir, il n'y a qu'une eau stagnante qui pourrit. Donc, il faut du mouvement. Donc, bon, vous avez votre plan d'action et votre plan d'action, quand vous êtes à 1 an de l'atteindre, si c'était un plan d'action de 3 ans ou 5 ans, bah, vous en refaites 1 an pour les 5 ou les 10 prochaines années. Voilà. Si ça vous intéresse, je peux vraiment faire une vidéo détaillée avec cette histoire de plan d'action. Donc, dites-le moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous apprenez quelque chose ou pas du tout. Mais on n'apprend pas ça à l'école. Donc, il y a cette question du plan d'action. Et vous vous rendez bien compte qu'un plan d'action, vous allez pouvoir le mettre en œuvre que quand vous allez commencer à pouvoir déléguer des choses pour pouvoir alimenter votre croissance. Et donc, vous, votre boulot, quand vous êtes soit un jeune chef d'entreprise, soit un chef de jeune entreprise, c'est aussi ça que je voulais dire, c'est d'être capable de monter les étages et de passer de l'étage de l'exécution à l'étage de l'opératif et de passer de l'étage de l'opératif à l'étage stratégique. Ce que je viens de dire là, c'est vraiment d'influence militaire. Hein. Ces 3 étages-là, c'est typiquement comment les armées sont organisées. Mais les armées, ça reste des organisations d'hommes qui produisent des effets. Bon, bah, ça, vous le retrouvez pour votre petite entreprise, ça va fonctionner. En tout cas, ça a toujours fonctionné. Et évidemment, c'est des choses que je m'applique. Hein, ce que je vous dis, je me l'applique. Mais donc, vous devez monter d'étage en étage. Mais pour monter d'étage en étage, vous devez déléguer. C'est impératif. Et vous allez déléguer je crée ma entreprise et j'ai 3 collaborateurs. Vous allez commencer à déléguer des choses et puis vous allez monter. Puis un jour, c'est un codir que vous allez avoir en dessous de vous, quoi. Alors, pour parler de déléguer, c'est compliqué de ne pas parler de la différence entre déléguer et répartir. Parce que souvent, c'est là où on se trompe sur qu'est-ce qu'on délègue. On délègue ce que l'on sait faire. Ça peut paraître contre-intuitif, mais déléguer, c'est forcément des choses qu'on sait faire. Pourquoi? Parce que si vous déléguez, c'est peut-être un peu de sémantique, mais si vous déléguez, c'est que vous contrôlez. Vous contrôlez le résultat, hein. Vous ne contrôlez pas le process. Hein. Personne n'aime qu'on regarde par-dessus son épaule quand on nous a demandé de faire quelque chose. Hein. Donc si vous contrôlez les process, on en reparle après, ça aussi, c'est que vous avez des peurs. On ne contrôle pas un process, on contrôle un résultat. Et c'est comme ça qu'on fait grandir les collaborateurs, qu'on les forme eux. Par contre, si vous avez besoin de faire réaliser des tâches
pour lesquelles vous n'avez pas les compétences, vous n'allez pas déléguer, vous allez répartir. Vous répartissez les tâches pour lesquelles vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas les savoir-faire. Bon, c'est pas très compliqué à comprendre. Par contre, ça pose la question des process de recrutement si vous recrutez pour ces tâches-là. Vous pouvez les sous-traiter. Moi, j'ai un avis sur la question, mais bref, vous pouvez soit sous-traiter, soit recruter. Mais si vous recrutez, ça pose vraiment la question de la qualité de vos procédures de recrutement, évidemment. Okay, parce que comment on fait pour recruter quelqu'un qu'on n'est pas capable d'évaluer? Parce qu'on le recrute pour une compétence qu'on n'a pas nous-mêmes. Donc, soit il faut avoir des bons process de recrutement, soit potentiellement il faut faire appel à des compétences extérieures le temps du recrutement, voire déléguer ou répartir cette tâche de recrutement à un cabinet de recrutement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous déléguez, vous libérez du temps, mais pas du temps libre. Vous libérez du temps pour apprendre. Parce que si vous êtes un super plombier et que vous avez une super méthode et que vous voulez créer une super entreprise qui va aller au niveau national parce que votre façon de travailler elle est révolutionnaire, elle est un peu moins chère, elle est ceci, elle est plus efficace, bon. Si vous avez des ambitions, vous avez des valeurs, vous avez des... vous, votre boulot, c'est d'être plombier. Donc, quand vous allez monter au niveau opératif, vous allez commencer à devoir gérer des choses pour lesquelles vous n'avez pas toujours les compétences. Parce que avoir les compétences d'une direction financière, c'est pas pareil que de faire sa compta quand on a 3 collaborateurs et 12 factures à faire dans la journée, 12 ou 120, peu importe. Donc, c'est pas exactement la même chose. Bon, voilà. Donc, quand vous déléguez, vous pouvez monter un clic au-dessus et commencer à apprendre ce que vous ne savez pas faire pour monter les étages. C'est ça l'intérêt de déléguer. Et c'est bien parce que vous déléguez quelque chose que vous savez faire que vous allez le contrôler rapidement. Ça, c'est fondamental à comprendre. Donc, si on revient sur cet archétype du chef d'entreprise dont je parlais tout à l'heure, celui qui courait partout, celui qui était en réunion, celui qui était chez ses clients, avec ses collaborateurs sur le terrain, et qui n'avait même pas de temps pour aller revoir le médecin pour lui-même, évidemment qu'il y avait un problème de délégation. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce chef d'entreprise qui a des valeurs, qui avait un modèle, voilà, je pense que beaucoup de gens se reconnaissent dans ce que je dis là, il était cloué entre l'exécution et l'opératif. Et donc, il n'est jamais monté au niveau stratégique. Et comme il n'est jamais monté au niveau stratégique, son entreprise, elle est toujours restée au niveau local. Elle n'est jamais montée au niveau national. Tout simplement. Voilà. Donc, à la fois pour le bien-être personnel et pour le bien-être de son entreprise, déléguer, c'est un acte bienveillant et bien traitant envers son organisation pour la faire croître. Ce qui amène une autre notion, c'est que dans une organisation, si on cherche la croissance de l'organisation, il ne faut pas se tromper, c'est la croissance de l'organisation d'abord, et ensuite la croissance ou éventuellement le bien-être des agents qui la composent. Je dis pas qu'il faut être un diable ou être maltraitant. Je dis que l'intérêt collectif prime avant les libertés et l'intérêt individuel. Voilà. Et là, je suis à contresens, je le sais. Allez-y, vous pouvez m'insulter dans les commentaires si vous voulez. Mais si l'entreprise, elle se casse la figure, comme pour ce chef d'entreprise un peu archétypal dont je parle tout à l'heure, bon, les 30 salariés, ils n'ont plus de boulot. Donc, on délègue l'entreprise, la croissance de l'entreprise en premier, et ensuite, on donne du travail à tout le monde, et ensuite, on permet au système de fonctionner de mieux en mieux. Et donc, on tient compte ensuite de plus en plus de la formation des gens, le bien-être des gens, mais on ne fait pas l'inverse, sinon on va se tromper. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment ça se fait que j'ai tant de difficultés à déléguer? Qu'est-ce qui empêche de déléguer? Bon, là, il y a plusieurs étages. On peut même dire qu'il y en a 3. Le premier étage, c'est que des fois, on a du mal à déléguer parce que déléguer, c'est donner du travail aux autres. Donc, il faut charger les autres. Et là, il y a une part de nous qui veut pas être le méchant qui donne du travail aux autres. Déléguer, des fois, c'est aussi faire bosser les gens ensemble. Donc, c'est prendre le risque de devoir gérer des conflits, arbitrer des conflits ou être soi-même en conflit avec les autres. Et les conflits, la plupart des gens, ils n'aiment pas ça, alors que le conflit fait grandir. Surtout quand on sait faire la différence entre les différents types de conflits et qu'on on les identifie correctement et donc on les gère de la bonne façon. Et puis déléguer, comme c'est libérer du temps pour se former, c'est aller en zone d'inconfort. Donc là, vous allez vous retrouver avec la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être parfait, pas vouloir faire des trucs que vous n'aimez pas faire ou que vous ne savez pas faire. Et des fois, on n'aime pas faire ce qu'on ne sait pas faire. Mais à partir du moment où on apprend à le faire, on commence à l'aimer. Mais pour ça, il faut aller en zone d'inconfort.
D'accord? Et puis, déléguer, c'est devoir aussi peut-être prendre des risques. On donne des choses à faire aux collaborateurs qui sont pas encore aussi bons que vous. Donc, on prend un risque et puis ça peut donner des pertes de clients, ça peut donner des... Oui, mais là, du coup, c'est la peur de manquer qui vous empêche de déléguer, voire parfois la peur d'être trahi. Et puis, ça demande de faire confiance, mais là, c'est le point suivant, on va en parler de la confiance. Ça demande de faire confiance, ça demande de faire confiance aux collaborateurs. Et des fois, bah, on a juste déjà un peu de mal à avoir une bonne confiance en soi. Donc, comment faire confiance dans les autres? Ce qui amène l'idée suivante, qui pour moi est fondamentale, parce que c'est pareil, dans les personnes que j'accompagne, je le vois, cette dimension, quand elle manque ou quand elle est là, ça fait une vraie différence. Et quand elle manque et qu'on travaille à l'installer, ça fait une vraie différence. C'est la confiance en la vie. C'est la confiance dans le hasard. C'est la confiance en soi-même, la confiance en les autres, on l'a un peu déjà abordé. Mais si vous ne faites pas confiance à la vie, si vous voulez maîtriser, anticiper les malheurs de la vie, les hasards, parce qu'il y a les heureux hasards, mais il y a les mauvais hasards, si vous pensez que toutes les tuiles qui vous tombent dessus sont des choses qui vont vous enterrer, vous allez chercher à tout anticiper. Donc vous allez tomber dans l'hyper-contrôle, vous allez tomber dans une forme d'hyper-procédure. Et l'hyper-contrôle, l'hyper-procédure, ça fait quoi? Ça rigidifie, ça sclérose les systèmes. Des procédures, évidemment qu'il en faut. D'ailleurs, quand il n'y en a pas, c'est le bazar. Donc, mais il faut trouver le bon niveau. Euh, mais quand il y en a trop, quand il y a trop d'hyper-contrôle, quand les gens ils sont là à se dire ah, ben, je ne sais plus faire parce que je n'ai pas été validé, je ne sais pas, le chef n'a pas contrôlé, il n'a pas validé l'étape suivante, parce qu'il est tout le temps en train de regarder par-dessus mon épaule, bah, la procédure dit ça, bah oui, mais là, le cas là, il n'est pas dans la procédure, comment on fait? vous avez, vous avez tous un jour été au téléphone, par exemple, avec une administration, sans citer, et puis vous avez un mur en face de vous parce que bah, votre cas, il n'est pas prévu. Hein. Ça rend fou, ça. Bon, bah, dans une organisation, ça rigidifie tout. Quand vous êtes aussi rigide qu'un bout de verre, bah, ping, au moins de choc, bah, ça pète, tout simplement. Voilà. Et votre organisation, elle explose en vol. Voilà. Donc, quand c'est rigide, parce qu'il y a trop de contrôle, parce que vous voulez tout anticiper, parce que vous ne savez pas faire avec la vie, vous ne savez pas faire avec le hasard, bah, vous explosez en vol. L'organisation explose en vol. L'organisation, elle est fragile. Rigide égale fragile. Mais au contraire, si on développe cette capacité à faire confiance, confiance en la vie, confiance aux opportunités, on s'ouvre, on voit les opportunités là, mais si vous êtes là-dedans, vous voyez rien. Si vous êtes ouvert, vous faites confiance à la vie, les hasards, les heureux comme les moins bons. C'est pareil, je ne vais pas vous faire le film des mauvais hasards qui en fait en étaient des bons, un peu comme ah bah zut, ce matin ma voiture ne démarre pas. Et donc du coup, comment je fais pour aller travailler? Et bon, sauf que je suis américain et que je vais travailler au Twin Tower le jour où elles se sont effondrées. Ah bah finalement, la tuile sur ma bagnole, c'était un heureux hasard que j'ai pas interprété de la bonne façon au départ, vous voyez? Bon, mais si on voit le hasard comme quelque chose qui peut donner de nouvelles directions, donner des opportunités, nous obliger à nous adapter. Si vous vous adaptez, vous êtes souple. Si vous êtes rigide, vous avez du mal à vous adapter, vous voyez? Donc, faire confiance à la vie. Et vous faites confiance à la vie, vous faites confiance au hasard, et donc forcément, vous faites confiance aux gens. Et vous faites confiance aux gens qui vont se tromper, parce que des fois, d'une erreur sort quelque chose d'intéressant, qui donne suite à des idées, ou alors d'une erreur, ou d'une crise même. Si on sait gérer les crises, on en ressort plus fort. Hein, alors après, il y a 4 étapes, enfin, il y a des conditions pour gérer une crise. Il faut justement sortir des procédures, il faut justement que le chef, là, pour le coup, il aille sur le terrain. Enfin, il y a des choses à faire pour gérer une crise. Mais si on prend les crises comme des événements qui vont nous permettre de mettre plus de résilience dans l'organisation, on va voir les choses différemment. Mais cette confiance en la vie, chez le dirigeant, quand elle n'est pas là, on l'entend. On l'entend dans le discours. On l'entend, il faut tout contrôler. Et très souvent, ça fait des gens qui s'épuisent. Voilà. Qui s'épuisent, qui n'arrivent pas à monter à ces niveaux stratégiques-là. Et alors, du coup, maintenant, on arrive à... Ok, j'ai compris tout ça. J'ai compris l'idée de faire confiance à la vie, mais en fait, j'y arrive pas. Ni je fais confiance à la vie, ni j'arrive vraiment à déléguer. Et là, on vient encore sur un troisième terrain, qui est celui des mémoires. Alors, pour comprendre ce que j'entends par mémoire, il faut faire la différence entre un souvenir et une mémoire. Ça, j'explique régulièrement, des fois je fais des posts là-dessus. Un souvenir, c'est dans le conscient et c'est lié au langage.
Un souvenir, c'est lié au langage parce que c'est ce que vous vous êtes raconté. Et plus vous le racontez d'ailleurs, et plus il s'ancre ce souvenir. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez vous rendre compte qu'au fil des années, et à force de raconter, les souvenirs, ils ont évolué. Ils sont un peu différents. C'est un peu vivant, un souvenir. Mais une mémoire, c'est pas dans le conscient. C'est très souvent aux étages sous-corticaux. Alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas la conscience d'une mémoire, hein, bien évidemment. Tous les gens qui sont traumatisés, mes soldats qui étaient traumatisés psychiques au combat, ceux-là, c'était dans leur mémoire, dans tout leur corps, mais je peux vous dire, ils en avaient le souvenir, hein. Donc, bon, tout dépend. Mais ce sont des mémoires. Les mémoires, c'est dans tout votre corps. C'est le cerveau de la tête, c'est le cerveau du cœur, c'est le cerveau entérique, c'est votre épigénome, c'est tout votre corps, la mémoire. Et vous en avez qui se sont installés avant le langage, donc avant 2 ans, hein. Mais vous en avez aussi qui ne vous appartiennent pas. Ce sont les mémoires de l'arbre généalogique, le transgénérationnel. Et vous avez une troisième ligne de temps, donc c'est la ligne de temps personnelle, la première, la ligne de temps transgénérationnelle, c'est la deuxième, et la troisième ligne de temps dans laquelle on peut avoir des racines, des mémoires figées, c'est ce que j'appelle l'histoire exogène profonde. C'est un peu plus loin que le transgénérationnel. Et ces mémoires, surtout quand c'est transgénérationnel ou dans l'histoire exogène profonde, c'est toujours des mémoires d'horreur, hein. C'est toujours des mémoires dramatiques, hein. Et dès que vous vous retrouvez dans un contexte qui rappelle cette mémoire, qui n'est pas forcément dans vos souvenirs, bah, c'est tout votre corps qui se met en mode survie. Donc la question c'est, est-ce que d'un point de vue cognitif, je n'ai pas compris ce que c'était que déléguer, je suis maladroit quand je donne la consigne, quand je cherche à déléguer, c'est très cognitif, ou est-ce que quand il s'agit de déléguer, j'ai tout mon corps qui se crispe? Est-ce que dès le début de la vidéo, vous avez senti un truc qui vous mettait très dans un mode désagréable, même dans votre corps, vous n'êtes pas senti à l'aise? Quand je vous dis faut déléguer, sinon il n'y a pas de croissance, vous vous sentez comment dans votre corps? Bon, et des fois, vous vous sentez, voilà, ça bloque, ça freine, vous avez beau savoir le faire, vous avez beau vous dire qu'il faut faire confiance à la vie et au hasard, eh ben, c'est freiné, c'est bloqué, ça veut pas venir. Bon, bah, très souvent, ce sont ces mémoires. Et donc, ces mémoires, ce sont des mémoires précises. Ce sont des figements qui sont très précis. Bon, bah, moi, j'ai toujours pas trouvé la méthode pour vous expliquer comme ça, dans une vidéo YouTube, comment les défiger. Alors, si vous en trouvez un, dites-le moi dans les commentaires, hein. Réguler son système nerveux, si ça a marché pour vous, dites-le moi dans les commentaires, mais vous n'êtes pas dans la catégorie de mes clients à ce moment-là, hein. Parce que réguler son système nerveux, ça défiche pas des mémoires, pas du tout. Si tant est qu'on vous ait un jour emmené sur cette voie-là, hein. Bon, très souvent, vous avez déjà fait, quand vous êtes face à des difficultés comme ça, vous avez peut-être déjà fait des constellations familiales, parce que vous avez dit, ah bah c'est peut-être transgénérationnel. Oui, mais ça défiche pas les mémoires, ça aide à comprendre, mais ça défiche pas toujours les mémoires, ça dépend comment c'est fait. Vous avez fait de l'hypnose, vous avez fait des machins, bon, c'est toujours bloqué dans votre corps. Oui, parce que la mémoire, elle est toujours active, elle est toujours figée et potentialisée par une charge émotionnelle importante. Et donc, dès que vous vous retrouvez dans un contexte qui rappelle cette mémoire, bah, c'est tout votre corps qui se met en mode survie. Et donc, vous pouvez très bien être dans l'incapacité, vous retrouvez complètement bloqué à déléguer, parce qu'en fait, derrière, dans les mémoires, il y a des peurs de trahison, il y a des peurs de faillite, il y a des mémoires de je sais pas quoi qui viennent vous bloquer. Et là, vous vous voyez faire, ou justement, vous vous voyez ne pas faire ce que vous savez devoir faire. Ça, vous l'avez compris, mais vous n'arrivez pas à le faire. Bon, ça, vous avez compris, c'est ma ligne éditoriale un petit peu, hein. Voilà. Bon, bah, j'ai pas trouvé les méthodes. Pour moi, une mémoire figée, une mémoire dramatique figée, c'est comme une opération chirurgicale pour aller la défiger. Voilà. Et personne ne s'est jamais aujourd'hui opéré lui-même, hein, d'un cancer, d'une tumeur, de ce que vous voulez. Voilà. Même un chirurgien, il s'opère pas lui-même. Donc moi, même mes figements, la plupart, j'ai pas forcément réussi à les défiger tout seul. Voilà. Moi, ça m'a pris plus de temps euh, parce que ça a aussi été mon chemin de comprendre tous ces mécanismes. Voilà. Bon, bah, du coup, il faut aller les chercher les unes après les autres. Donc, il faut identifier la problématique. Souvent, dans une problématique, on a un ou deux problèmes, voire plus. Et pour chaque problème, on peut avoir une ou deux causes figées dans une ou plusieurs lignes de temps. Et ben, on va chercher ces causes les unes après les autres. Voilà. En tout cas, moi, c'est la marche à suivre. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous sentez bloqué à cette idée de déléguer, vous sentez qu'il y a des trucs, c'est pas possible, vous êtes comme aspiré dans le travail, dans l'exécutif, dans l'opératif, vous sentez, vous vous voyez faire, bon, bah, pour moi, ce sont des mémoires, et là, généralement, bah, faut chercher à se faire accompagner. Si vous sentez que c'est très cognitif,
Vous pouvez aussi vous faire accompagner, mais c'est du coup plus léger, quoi. Voilà, et donc tout ce que je vous ai décrit, ça rentre dans mon modèle du leadership. Le modèle, ça fait 15 ans, 10, plus de 10 ans, ouais, 15 ans que je travaille là-dessus. C'est ce qui m'a permis, moi, de passer de mauvais chef à leader suffisamment bon pour emmener des soldats au combat. Eh bien, ce modèle du leadership repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le charisme. Le deuxième, c'est l'autorité de compétence. Et le troisième, c'est l'autorité statutaire. Alors, le charisme, je fais une digression dessus. Non, ce n'est pas un acquis de naissance. Pour moi, le charisme, pour avoir fait un certain trajet et pour avoir aidé des dirigeants à faire le leur, pour moi, le charisme, c'est un potentiel qu'on a quasiment tous à la naissance. Tous les bébés, ils sont charismatiques, on a envie de les manger tellement qu'ils sont mignons. Bon, donc on est tous avec un certain charisme, mais au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on reçoit des signes de reconnaissance négatifs à la maison, à l'école, on a des mauvaises notes, c'est pas bien, on se fait taper sur les doigts pour les anciens, bon bah c'est tout un peu l'estime de soi qui commence à descendre. Alors l'estime de soi, c'est pareil, c'est amour de soi, confiance en soi, image de soi, c'est un ensemble. C'est les peurs fondamentales qui commencent à s'élever. Donc les peurs fondamentales pour moi, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de la douleur sociale, la peur de manquer, la peur de perdre le contrôle et la peur de l'humiliation ou de la domination. Voilà, donc il y a ces peurs fondamentales qui commencent à s'élever. Bon, bah, c'est sûr que si on a une faible estime de soi, des peurs fondamentales, des blessures, ce que vous voulez, bah, très vite, le charisme, il s'effrite un peu. Voilà. Donc la question du charisme, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut aller défiger des choses qui vont libérer le potentiel de charisme sans avoir à forcer. Et puis après, il y a des choses précises qui peuvent rentrer dans le charisme. Donc ça, à la fois, on peut défiger des trucs pour retrouver du potentiel de charisme, et à la fois, ça se cultive avec des choses précises, mais c'est pas le but de cette vidéo. Bon, le charisme, je clôt la digression. L'autorité de compétence et l'autorité statutaire, vous voyez bien que c'est dans ces deux piliers que vous allez apprendre à déléguer. Déléguer justement de la bonne façon, les bonnes choses, en communiquant de la bonne façon, avec les bonnes fiches de poste, le bon organigramme, ce genre de choses. Donc on est un peu dans l'autorité de compétence, je sais faire, je sais déléguer, et à la fois, j'assume ma position statutaire, et donc c'est un devoir de déléguer pour pouvoir, moi, monter au niveau qui est censé être le mien pour le bien de la croissance de l'entreprise. Encore une fois, la croissance de l'entreprise d'abord, la croissance des collaborateurs après, parce que si on se foire, excusez-moi d'être trivial, sur l'entreprise, il n'y a plus à manger pour les collaborateurs. Donc l'entreprise d'abord, les collaborateurs ensuite. Ça paraît logique quand c'est dit comme ça. C'est rarement ce qui est fait en fait. Bon, c'est 40 ans de libertés individuelles et 2 siècles des Lumières qui nous ont amené à ça aujourd'hui. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi, vous avez le droit de pas être d'accord. Mais il faut en revenir aux choses fondamentales. Si vous êtes chef d'une entreprise, eh bien l'entreprise d'abord et la croissance des collaborateurs ensuite. Voilà. Et ça, c'est une obligation, c'est une responsabilité statutaire. Donc vous devez déléguer pour pouvoir faire croître votre entreprise, donner des emplois et montez-vous au niveau opératif puis au niveau stratégique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, mettez un commentaire si quelque chose vous a plu, si quelque chose vous a déplu. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire parce que je lance un peu cette chaîne YouTube. Toutes les semaines, je vais essayer de faire des vidéos. Donc, n'hésitez pas à me faire des feedbacks sur le fond et sur la forme pour que je puisse m'améliorer pour les vidéos suivantes. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.